c'est une question un peu difficile après ce que viennent de dire Christian et Jean-Ralph. Ils ont déjà répondu à la question en partie. Mais on va essayer de revoir un peu plus systématiquement les principes, l'intérêt de la décontamination, et en plusieurs temps. Le premier, c'est finalement quelle décontamination on peut proposer, et l'une peut être cutanée, plus ou moins associée à une décontamination nasale, l'autre peut être digestive, et les deux peuvent être associés, l'une avec l'autre. La deuxième, c'est la cible de la décontamination. Est-ce qu'on veut réduire principalement les infections, mais c'est d'abord les pneumopathies sous ventilation mécanique, et puis un petit peu en cascade, par exemple, les infections urinaires. Et puis la deuxième question, et c'est là-dessus qu'on va centrer le topo, sur le contrôle des bactéries multirésistantes. Et puis avec quel objectif? Objectif individuel, c'est-à-dire réduire le risque infectieux chez un patient qui est porteur d'une de ces bactéries multirésistantes, ou bien un intérêt collectif, comme l'a dit Christian, c'est réduire la transmission croisée en réduisant l'inoculum chez le patient et donc la transmission à l'environnement, la transmission au patient. Alors commençons par la décolonisation cutanée. Pourquoi proposer une décontamination cutanée? D'abord, c'est centré sur la réduction des infections de cathéter, puisque la principale origine de ces infections sont des micro-organismes de la flore cutanée, mais aussi parce qu'un certain nombre de ces bactéries résistantes ont un portage cutané. Je vais vous montrer un exemple après. Alors c'est bien sûr très bien connu pour le Staph aureus métillaire, c'est très bien connu pour les acénotobactères, ça l'est moins pour les entérocoques Vancouver ou pour les entérobactéries résistantes au C3G ou au cardapénème. Comment peut-on faire? Donc chlorhexidine, toilettes à la chlorhexidine, qui sont donc des linges imprégnés de 2% de chlorhexidine sans toilette, mais donc sans rinçage, une fois ou même 2 fois par jour, et puis associé ou non à une décontamination nasale par la mupirocine, la ciblant exclusivement le staphylocoque doré résistant à la méticine. Alors voilà l'exemple de l'intérêt de la toilette à la chlorhexidine. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par l'équipe de Bob Wildstein avant de commencer à mettre en œuvre les études. Et vous voyez à gauche en quoi la décontamination ici, vous voyez chlorhexidine ici de toilette au savon doux, vous voyez la réduction de la contamination de la peau, qui est importante, la réduction de la contamination de l'environnement, donc ça revient à ce dont nous ont parlé Jean-Ralph et Christian, et puis la réduction de la contamination des mains du personnel soignant. Donc 3 objectifs pour réduire la transmission croisée. Et vous voyez ici à droite comment, quand on utilise de l'eau et du savon, on a un inoculum 2RV sur la peau qui est de l'ordre de 3 et qui diminue peu au cours du temps dans les 6-8 premières heures. Et quand on met la chlorhexidine, eh bien vous voyez ici que la réduction est beaucoup plus importante. On part d'un chiffre plus bas et on continue à diminuer avec ces lingettes imprégnées de 2% de chlorhexidine. Si maintenant on regarde pour là, ici, les KPC, donc des travaux qui avaient été faits, ça c'est aux États-Unis et sur le portage, eh bien il y a aussi, contrairement à ce qu'on pense, un portage cutané ici de KPC, vous voyez, un patient négatif est peu porteur sur la peau, mais dès qu'un patient est positif uniquement au niveau rectal ou même dans un prélèvement clinique, vous voyez que 50-60% des prélèvements cutanés sont positifs à entérobactéries producteurs de cardapénémase. Donc là aussi un intérêt potentiel à utiliser la décontamination, y compris pour des patients, certes dont le portage principal est un portage digestif, mais peut-être aussi cutané. Alors, voyons les études, je pense que vous les connaissez déjà, elles ont été publiées dans le cours de l'année 2013, 2014 et puis tout récemment encore. Donc on va les revoir rapidement. Donc les études Princeps, il y avait eu plusieurs études avant-après qui avaient été réalisées. Donc vous voyez ici les méta-analyses qui montraient que les toilettes ou les lingettes réduisaient d'environ 60% le risque de bactériémie ou d'infection associée aux soins dans les services de réanimation. Mais l'étude principale, qui est l'étude de Climo, puisque l'étude de Nielsen est faite en pédiatrie, mais exactement sur le même schéma, des études en réanimation, en cluster crossover, vous voyez, testant lingette à la chlorhexidine versus toilette standard, avec à droite, chez les adultes, 2 objectifs, les bactériémies associées aux soins, les bactéries multirésistantes. Alors voilà les résultats d'études de Climo qui montrent que quand on prend les bactériémies associées aux soins, il y a une réduction de l'incidence des bactériémies, chlorhexidine versus toilette au savon doux. Vous voyez ici la réduction qui est significative. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va détailler les études. Alors, regardez donc d'abord ici les acquisitions de BMR. Vous voyez que la différence est significative pour l'ensemble des BMR, mais elle était essentiellement expliquée par les entérocoques résistants à l'avant-coup. La toilette n'était pas active
en tout cas pas significativement sur le sable. Et quand on regarde ici les bactériémies, eh bien c'était une réduction qui était observée sur l'ensemble des bactériémies acquises, et en particulier les bactériémies associées au cathéter. Alors, quand on va un peu plus loin, les choses ne sont pas aussi marquantes qu'on le voyait avant. Et notamment, bactériémie à staphylocoque doré, pas de différence entre chlorhexidine versus placebo. La différence étant principalement expliquée par la réduction des staphylocoques coagulases négatives, et puis de façon un peu surprenante par la réduction des champignons. Donc c'est comme ça qu'on explique la réduction des bactériémies associées aux soins, en tout cas associées au cathéter, dans cette étude. L'étude dont a parlé Christian, donc l'étude de Wang, 74 services de réanimation, qui sont plutôt les services de réanimation de relativement petite taille, disséminés aux États-Unis. Vous voyez étude en cluster, et donc 3 politiques: dépistage précoce sur contact, isolément, dépistage précoce sur contact avec une décontamination ciblée sur les porteurs par chlorhexidine ou pyrrhocine, et puis décontamination universelle, le endpoint étant l'infection à staphylocoque doré méthyle. Et vous voyez ici que la décontamination universelle, mais aussi la décontamination ciblée, sont efficaces sur les prélèvements cliniques à SARM, mais si on se limite aux bactériémies, vous voyez ici que la différence n'est plus significative. Pas d'intérêt de la décontamination ciblée, et puis là, une différence non significative, mais une différence en faveur de la décontamination universelle. Alors là encore, on va regarder les données dans l'étude, et vous voyez ici que ce qui est aussi frappant, c'est de voir que quand on regarde les bactériémies en général, eh bien, il n'y a pas de réduction des bactériémies à SARM dans la décontamination universelle, et c'est surtout les commensaux cutanés qui vont être réduits par la décontamination universelle. Donc encore une fois, une action sur les staphylocoques blancs, mais pas vraiment sur les staphylocoques à doré méthylés. L'étude de Mozart, dont il a été déjà question, donc je vais passer assez vite puisqu'elle est bien connue et Christian en a parlé, dont vous savez qu'elle associait en fait trois interventions successives, du baseline, une politique universelle ou horizontale, chlorhexidine plus hygiène des mains, et puis une politique ciblée, verticale, dépistage et précaution contact. Et vous voyez donc le principal élément, ça a été l'obtention d'une très haute observance de l'hygiène des mains de l'ordre de 80% dans la 3e période. Et donc entre la 2e et la 3e période, vous voyez qu'il n'y a pas eu d'augmentation de l'observance de l'hygiène des mains. Et que les principaux résultats, eh bien, c'est que finalement, la seule stratégie efficace, c'est la stratégie universelle, hygiène des mains plus toilette à la chlorhexidine, mais pas d'effet supplémentaire dans des conditions d'observance élevée du dépistage, et qu'il n'y a aucun effet observé ni sur les entérocoques Vancouver, ni sur les BLSE. Et puis tout récemment, c'est même ce matin en fait, a été publiée l'étude d'une nouvelle étude, qui est une étude, là, vous voyez, monocentrique dans 5 réanimations, en crossover, avec 4 périodes de 10 semaines on-off, avec une décontamination utilisant les lingettes à la chlorhexidine versus toilette classique. Alors, ce qui est, premier élément, c'est qu'il n'y a pas, vous voyez ici, de réduction de l'incidence de l'ensemble des infections associées aux soins, puisqu'ils ont fait un indicateur composite qui comprend le Clostridium, les bactériémies associées au cathéter, les infections urinaires, les pneumopathies sous ventilation mécanique et les micro-organismes résistants aux antibiotiques. Donc un indicateur composite dont vous voyez ici qu'il est quand même relativement faible, et donc le taux d'infection de base est très faible dans ces services. Vous voyez qu'il y a simplement 55 et 60 infections dans chacun des deux bras, ce qui n'est pas beaucoup. Dans des services qui sont avec une faible mortalité, vous voyez des mortalités de l'ordre de 8 à 9%, donc ce n'est pas des services de réanimation très très lourds apparemment, ou bien ils travaillent très très bien. Et puis des durées moyennes de séjour qui sont courtes. Donc probablement un risque infectieux relativement faible, peut-être déjà beaucoup de mesures mises en œuvre en termes, disons, horizontales, et donc pas de bénéfice à faire la décontamination. Ce qui manque ici dans ce travail, c'est d'abord on ne sait pas quelle était l'observance de la toilette à la chlorhexidine, et puis d'autre part on ne sait pas quels étaient exactement les taux d'acquisition de bactéries multirésistantes, puisqu'il n'y avait pas de dépistage. Les choses étaient basées uniquement sur les prélèvements cliniques et pas sur les prélèvements de dépistage. Donc une étude négative en comparaison des 3 études précédentes. Alors toutes ces études ont des limites, hein. Et vous voyez ici, d'abord le critère du jugement, c'est la bactériémie associée et non pas liée au cathéter qui est regardée. Donc il y a toute une série de bactériémies primaires qui ne sont pas forcément liées au cathéter, un point de départ digestif par exemple, que l'effet est surtout sur les hémocultures à staph coagulase négative, et peut-être qu'elles sont une partie d'entre elles des contaminants, qu'il y a des problèmes méthodologiques d'équilibre des groupes et de données d'exploitation statistique, que l'intervention, en fait, ça peut être aussi notamment l'intervention de l'effet étude, puisque ce n'est pas des études en double aveugle, bien sûr, qu'il y a
des questions sur qu'est-ce qui est efficace dans l'étude de l'onde, est-ce que c'est la chlorhexidine associée ou non à la mupirocine, ou bien simplement la mupirocine, et puis dans l'étude Mozart, est-ce que c'est l'hygiène des mains, est-ce que c'est la chlorhexidine, ou est-ce que c'est la combinaison des deux qui sont efficaces. Et puis après, il y a les effets collatéraux dont on va reparler, le risque d'émergence de résistance, quel est le rôle associé des antibiotiques qui n'ont été regardés dans aucune de ces études, quelle est l'hygiène des mains, et c'est le grand mérite de l'étude Mozart d'avoir regardé précisément l'hygiène des mains, ce que n'ont fait aucune des autres études présentées auparavant. Donc ça, c'est un vrai plus pour l'étude européenne. Alors passons maintenant au problème de la résistance. Alors il y a beaucoup de diapositives, je pense qu'il faut, peut-être j'insiste trop sur ces problèmes de résistance, en vous rappelant qu'il y a pour ces molécules des problèmes d'émergence de résistance, soit à bas, soit à haut niveau pour la mupirocine, et puis d'émergence de moindre sensibilité, non pas de résistance, pour la chlorhexidine. Alors, il y a un certain nombre de données qui sont disponibles dans la littérature, déjà assez anciennes, qui vous montrent qu'en fait, au fil du temps, eh bien, on peut voir apparaître ici un nombre de ce gène, qui est le gène CAC, qui code pour la moindre sensibilité à la chlorhexidine qui peut apparaître, 55% dans ce travail. Ou bien, si on regarde la flore du personnel de soins ici, vous voyez que quand les infirmières ont plus souvent la présence du gène CAC quand elles sont porteuses de staph blanc ou staphylocoque doré que n'est la population générale, donc probablement plus de ce gène qui circule dans les hôpitaux. Tout récemment, même travail, cette réanimation qui utilise la chlorhexidine en lingette, un service qui ne le fait pas, et vous voyez qu'entre les deux services, il y a des différences en termes de moindre sensibilité des germes à la chlorhexidine, ici les grammes positifs ou les grammes négatifs qui sont présentés. Et puis quelques études qui sont des études observationnelles avant-après. Vous voyez un travail qui a déjà quelques années, 5 ans maintenant, qui avait regardé dans une épidémie en Grande-Bretagne, 2 souches circulaient. La première souche, en fait, vous voyez que l'intervention ici qui consistait à utiliser les toilettes à la chlorhexidine avait permis une réduction de 2/3 de la souche, d'une des 2 souches qui circulaient dans le service de réanimation, mais qu'à l'inverse, qui était la souche TW-MRSA, eh bien, il y avait un sur-risque, en fait, à utiliser la chlorhexidine. Pourquoi ça? Eh bien, probablement parce que vous voyez que la CMI à la chlorhexidine était plus importante qu'elle n'était pour la souche non TW ici. Mais vous voyez que les CMI sont extrêmement faibles, en fait. C'est une augmentation de CMI, et en réalité, les concentrations qu'on obtient sur la peau sont bien supérieures par rapport à l'élévation de CMI qu'on observe ici, d'un facteur 4 dans cette étude. Des données qui nous viennent aussi de méta-analyse, et la méta-analyse du BMJ, qui est une des nombreuses méta-analyses regardant ici la mortalité après les interventions SDD ou SOD, ou bien des contaminations à la chlorhexidine oropharyngée. Et vous voyez ici qu'il y a, on va le voir après, un effet positif pour la réduction des infections à grammes négatifs, mais par contre, un sur-risque qui apparaît de façon tout à fait paradoxale avec l'utilisation quand on utilise la chlorhexidine, un sur-risque en fait, de mortalité quand on s'intéresse ici au staphylocoque doré résistant à la méticilline. Des données aussi qui nous viennent d'autres travaux ici, donc on est sur l'utilisation large de la mupirocine en Hollande pour la décontamination des patients avant chirurgie. Vous voyez que chez le staphylocoque blanc qui est porté dans le nez des patients, une augmentation de la résistance du staphylocoque blanc à la mupirocine, donc qui constitue un réservoir potentiel de transmission vers le staphylocoque doré. Et vous voyez ici donc l'augmentation de résistance qui monte jusqu'à un chiffre de l'ordre de 15 ou 20% en l'espace de quelques années chez les staphylocoques blancs. Et même chose observée, là c'est sur le staphylocoque doré métillaire à Genève, où ils ont largement utilisé la décontamination mupirocine, chlorhexidine pour les porteurs de SARM, où vous voyez que, eh bien, ils ont vu apparaître une très grande fréquence de souches de staph doré métillaire résistant à la mupirocine de bas niveau et de moindre sensibilité à la chlorhexidine, les deux facteurs étant associés clairement à un échec de la décontamination. Alors, quand on regarde maintenant l'effet de la décontamination sur la mortalité, quand on regarde SDD versus contrôle, SOD versus contrôle, donc c'est une des nombreuses méta-analyses, celle-là avait été faite en réseau et publiée l'année dernière, donc peut-être la plus récente des méta-analyses. Vous voyez ici que, effectivement, SDD, SOD réduisent la mortalité, puisque c'est le endpoint qui est évalué ici, disons d'entre 25 et 15 et 25% de mortalité, alors qu'elle augmente la mortalité sous chlorhexidine.
Alors, quel est l'impact en termes écologiques de ces stratégies de décontamination? J'ai repris la méta-analyse qui était aussi récente de 2013 sur toutes les études, et vous voyez ici que, paradoxalement, utiliser une décontamination digestive sélective, en fait, réduit, au moment de l'intervention, réduit la résistance des grammes négatifs aux aminosides, aux polymyxines, aux fluoroquinolones et aux céphalosporines de troisième génération, qui sont les molécules utilisées, en tout cas pour les C3G, la polymyxine et les aminosides, qui sont utilisés dans le protocole de décontamination avec une réduction, vous voyez, de la colonisation de l'ordre de 25 voire 50% pour certains. Avec quand même, ce qui est là dans un papier récent aussi hollandais, vous voyez qu'il y a certes moins de colonisation, mais un espèce d'effet rebond, en tout cas de retour à la situation antérieure, quand l'intervention est arrêtée. Et donc des questions qui se posent sur le risque d'émergence de résistance, qui pour l'instant, il faut bien reconnaître, n'est pas montré dans ces grandes interventions, dans des services de réanimation qui ont très peu de résistance. Alors les effets collatéraux, ils existent, hein, et donc voilà dans le papier de Danman, vous voyez ici qu'il y a un peu plus d'émergence, d'acquisition de SARM dans le groupe qui reçoit de la SDD ici. Vous voyez ici qu'il y a plus de staphylocoque doré métière. Et puis Christophe Camus a publié une étude ancillaire du travail qu'il avait fait il y a quelques années, qui vous montre que quand on compare ici polymyxine, tobramycine ou mupirocine, chlorhexidine versus placebo, le chiffre de base est là. Effectivement, on réduit les acquisitions de grammes négatifs dans les stratégies qui utilisent... pardon, alors là je... On réduit les SARM, pardon. On réduit les SARM dans ces deux bras-là. Par contre, on augmente, Christophe est là, le taux de SARM quand on utilise exclusivement polymyxine, tobramycine. Voilà. Alors, question à parler là de la décontamination digestive, avec l'effet de suppression transitoire. Donc voilà le travail qui a été publié par les Genevois, hein, montrant que quand on fait une décontamination versus placebo ici, chez une 50 patients porteurs de BLSE, eh bien, il y a effectivement la négativation du portage transitoire, vous voyez, à 6 jours et 1 jour après la fin de la décontamination, au prix quand même de diarrhée plus fréquente chez les patients qui reçoivent la décontamination, et que éventuellement ça peut servir dans des situations où on veut absolument protéger le patient d'un risque d'infection à BLSE, ponctuellement pour essayer de réduire l'inoculum de BLSE dans le tube digestif, mais avec un problème potentiel que celui de l'émergence de la résistance à ces produits utilisés en décontamination. Et donc, il y avait un travail très, très marquant des Hollandais qui ont utilisé pendant plusieurs années une politique de décontamination colitobra pour maîtriser une épidémie à BLSE. Vous voyez, entre 2002, 2003 et 2007. Et on a vu apparaître d'abord des Klebsiella pneumoniae de moindre sensibilité ou résistantes à la colymycine, de façon très nette ici. Et avec ici l'ensemble des isolats grammes négatifs résistants colitobra, vous les voyez apparaître au début de la décontamination et revenir à l'état de base une fois que la décontamination est arrêtée. Donc un risque important d'émergence de la résistance qui, dans un contexte où on peut voir arriver des EPC, poserait un problème si on se passait de la dernière molécule efficace qui est la colymycine pour l'antibiothérapie curative des patients. Alors, en conclusion, donc malgré ces 4 études, même 5 études récentes de haut niveau méthodologique, l'efficacité de la décontamination pour le contrôle des bactéries résistantes reste à mon sens encore incertaine. Mais quand on l'utilise, c'est probablement la décontamination universelle qui est la plus efficace, qui explose quand même à un risque accru de résistance aux molécules utilisées, qu'il s'agisse des antiseptiques ou des antibiotiques. À visée individuelle, il paraît lisible de décontaminer les porteurs de certaines BMR ou de bactéries hautement résistantes émergentes par les molécules non utilisables en curatif, en particulier chez les porteurs d'Acinetobacter résistants à l'hémipénem, d'Enterocoque vancouver, voire du SARM, ou du SASM d'ailleurs, avant une procédure invasive. Et c'est probablement ce qu'on ne fait pas assez chez les patients à qui on va proposer par exemple une chirurgie propre ou la pose d'un pacemaker. Et certainement ces patients devraient, au moins cela, devraient bénéficier d'une décontamination pour réduire le risque individuel d'infection chez des patients porteurs. Et puis à visée collective, les réticences à l'utilisation de ces molécules s'expliquent pour la décontamination digestive par le risque d'émergence de résistance et pour la décontamination cutanée par le doute sur l'efficacité, pour l'instant, à mon sens encore, même si assez probablement
la décontamination chlorhexidine est efficace, mais je crois qu'on n'a pas encore les données définitives pour le montrer. Je vous remercie.